Bon, du coup, c'est à mon tour de clôturer la soirée avec un bon talk bien long, bien rébarbatif. Mais on va faire des choses sympas, on va faire du craft. Donc, comme Sylvain en a parlé, le monde du craft, c'est super cool. Et venez rejoindre le monde du craft. Il y a plein de choses qu'on apprend tous les jours. Le monde du dev, il évolue à une vitesse, mais phénoménale, sur des principes qui ont 40, 50 ans. Et on évolue tous les jours sur ces concepts-là. Et le monde du craft est là pour les solidifier et améliorer en fait ce qu'on fait au quotidien. Et il y a des choses qui arrivent de temps en temps dans le monde du Ruby, et ça en fait partie. Et je vais du coup vous présenter un petit peu une autre stack que Rails pour, euh, pour du Ruby. Donc ce soir, on va aller construire notre propre micro-framework. Alors, il y a un framework qui utilise toutes ces technologies-là qui s'appelle Hanami, mais c'était dans l'idée d'aller vraiment diguer un peu en profondeur qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce que Hanami faisait en détail en profondeur. Donc c'est pour ça qu'on va construire le nôtre. Un petit micro-framework. Pourquoi micro-framework? Il y a plusieurs raisons. Déjà, niveau vitesse, on n'a pas 50 000 dépendances, donc on a juste la vitesse du langage. Donc Ruby aujourd'hui est rapide depuis Ruby 3. Franchement, ça a bien évolué et ça, c'est vraiment cool. Modulable, parce que on va pouvoir vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut dans notre application. C'est nous qui construisons notre framework. Nos dependency hell, enfin, ça dépend de ce qu'on veut mettre dans notre framework, mais en théorie, on va essayer de mettre le moins de dépendances trop chiantes à maintenir. Notre propre toolbox. Malheureusement, en faisant tout ça, on arrive dans du non standard. C'est juste un petit exercice pour ce talk-là. C'est pas grave, mais pour vos applications en prod, faites attention, faites pas trop du non standard, c'est pas ouf. Pourquoi Ruby? Déjà parce qu'on est là. Et c'est cool. La communauté est large. C'est orienté objet. Et moi, j'adore l'orienté objet. Il y a beaucoup d'outils. Et en plus, c'est friendly avec le functional programming. C'est d'ailleurs bien pour ça que Elixir est bien apprécié aussi de la communauté Ruby. Parce que le functional programming et le Ruby ont une petite histoire d'amour. Pourquoi Dry? Déjà, avant de pourquoi Dry, qui ici connaît DryRB? Oui, qui ne connaît pas? Ok. Avant du coup d'aller dans le pourquoi, d'abord qu'est-ce qu'est Dry? C'est une suite de bibliothèques nouvelles. Ça a 10 ans, mais c'est nouveau dans le monde Ruby, on va dire. C'est pas très utilisé en France, je trouve. Pas trop aux États-Unis non plus. En revanche, dans les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, c'est massivement utilisé et c'est la stack principale. C'est vraiment les librairies d'Europe de l'Est qui sont utilisées en Pologne, en Biélorussie ou autres. C'est des technologies très très présentes dans ces pays-là. DryRB, c'est innovant. Ça a des autres façons de faire du Ruby. Ça met en place beaucoup de bonnes pratiques qui sont connues depuis des années, mais qu'on n'applique pas forcément au quotidien. Parce que cette mauvaise pratique, c'est pas ouf pour l'avenir du logiciel. En revanche, c'est très pratique aujourd'hui pour aller plus vite. On fait tout ça, on le sait très bien. C'est orienté objet et donc solide. Ça va respecter les principes solides assez fortement. Ça va vous forcer aussi à respecter ces principes-là. J'entrerai pas en détail sur ces principes ce soir parce que sinon mon talk fera 2 heures. Donc si ça vous intéresse, googlez les principes solides, c'est très bien. C'est orienté objet et fonctionnel. Pourquoi les deux? Eh bien parce qu'en fait, du bon orienté objet, ça s'approche à du bon fonctionnel. Donc du coup, dans un langage qui a les deux, pourquoi pas associer du bon objet et du bon fonctionnel ensemble. Commençons. Je vais aller sur une slide un peu barbare. Ah non, c'est la prochaine, pardon. Qu'est-ce qu'on veut déjà? Donc une architecture assez clean, du solide, du fonctionnel et de l'orienté objet. Et là, la slide un peu barbare. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'hexagonal architecture. Qui ici connaît le principe de l'hexagonal architecture? Donc il y a beaucoup moins de mains levées déjà. L'hexagonal architecture, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autre façon d'architecturer votre application qui est très très proche du monde du DDD, Domain Driven Design, et qui va à mettre en avant le domaine métier pour construire l'applicatif. C'est le métier qui dicte l'application, et c'est grâce au métier, en collaboration avec le métier, qu'on va pouvoir construire une application. Sauf que là, si jamais on prend un nouveau développeur et on le met sur ce schéma, il n'y comprend rien. Donc ce qu'on va déjà commencer à faire,
c'est le simplifier. On va donc commencer, je vais me mettre de l'autre côté, par le début de notre requête. On va avoir un utilisateur. Cet utilisateur va communiquer avec notre web serveur par une API. Ici, un contrôleur, ça peut être une API en JSON, mais ça peut être une API en HTML. Parce que l'HTML est aussi une API. Il ne faut pas non plus dénigrer ça. Et ensuite, on va communiquer avec l'intérieur de notre application pour avoir un résultat, quelque chose qu'on va vouloir exécuter. Déjà, cette approche-là est différente de Rails, parce qu'en général, en Rails, on va plutôt avoir une stack en 3 étapes. Contrôleur, vue, contrôleur, Rails, modèle. Là, on a un hexagone au centre, on ne sait pas trop encore ce que c'est. Allons voir de l'autre côté déjà, avant d'entrer dans l'hexagone. On a notre partie infrastructure. Qu'est-ce que notre infrastructure? C'est tout ce qui est technique et qui sert à rien à notre app. Concrètement, votre base de données, on s'en fiche. Si c'est du Postgres, c'est cool. Si c'est du MySQL, ça va aussi. Si c'est du Mongo, on s'en fout aussi. Ça peut être ce que vous voulez, on s'en fiche. Cependant, va falloir que l'application puisse communiquer avec. Pour cette partie communication, on va avoir des adapteurs. Ici, nos ORM adapteurs pour communiquer avec notre système de storage. Donc, par exemple, dans mon exemple ici, c'est soit du MySQL, soit du SQLite. Voilà. On rajoute une couche supplémentaire. En plus de notre DB, on a d'autres services. On peut avoir du Elasticsearch si on veut mettre du ELK ou d'autres stacks. On a aussi des emails à envoyer, des SMS. Si ça se trouve, votre application communique avec d'autres applications dans un event bus. Tout ça, c'est des choses supplémentaires que vous allez ajouter à votre application. Mais est-ce que votre domaine métier en a quelque chose à faire? Pas vraiment. C'est un peu déjoué pour développeurs. Mais le domaine métier, lui, il veut son application qui fonctionne. L'idée, c'est que dans l'hexagonal architecture, ce que votre métier veut, c'est pas là, mais au centre. C'est au centre où on va développer notre application. C'est au centre où, du coup, on va avoir la logique que la vitesse maximum en ville, c'est 50. C'est pas dans votre ORM où vous allez instaurer cette logique-là. En revanche, grâce à cette logique-là, vous allez pouvoir dire à votre ORM, eh, on cherche les vitesses, les gens qui ont roulé à plus de 50 pour leur mettre une amende. Ce genre de choses. Donc quand on va développer notre application, notre feature, c'est cette tranche-là qu'on va développer principalement, et le reste, c'est du bonus. Ce qu'on va développer, c'est nommé comme un component. C'est un component de notre application, ça va être des use cases qui vont s'assembler ensemble pour faire des domaines qui vont représenter les différents métiers de notre applicatif. Voilà. Je vais éviter d'entrer plus dans les détails, notamment il y a cette partie de command, query bus et event bus. C'est chiant pour ce soir, on va faire ça. Pour le micro-framework qu'on va faire, on va utiliser 3 outils. Pour la partie application, donc la partie HTML, on va utiliser Hanami. Hanami, j'ai dit qu'il y avait un framework qui s'appelait Hanami qui faisait déjà cette stack-là. On va récupérer du coup leur vue, Hanami View, Hanami Controller, comme ça on va pouvoir faire toute notre partie affichage. Pour l'infrastructure, on va utiliser du coup toute la partie de RomRB. RomRB, c'est une lib comme Active Record. Bon, je vais être un peu taquin, mais en mieux. Mais c'est aussi plus difficile à prendre en main, ça c'est sûr. Mais beaucoup plus proche après de notre stack SQL, où on va pouvoir faire des queries un peu plus performantes facilement, on va dire, sans avoir besoin d'aller jusqu'au code à la main de la requête. Et pour notre partie domain, alors c'est un petit peu grossier ce que j'ai mis dryRB pour la partie domain, mais en vrai il sert à tout, et c'est surtout en fait pour la structure de notre applicatif. Ici j'ai fait une folder structure, juste pour qu'on puisse commencer à parler un peu plus concret. Qu'est-ce qu'on a dans notre application? On va avoir nos bins, config, ça classique, DB pour nos migrations, jusque là tout est classique, normal, log. SRC, pourquoi? C'est juste un choix en fait, j'aurais pu mettre app.
On verra plus tard où est-ce que j'ai mis SRC, mais ça peut être app. C'était juste, moi j'ai l'habitude, j'aime bien le langage un peu bas niveau, et en général en C ou en C++, on écrit SRC, donc j'ai pris l'habitude d'écrire SRC. On rentre pas d'abord dedans, on va d'abord descendre. Système, ça va être notre partie vraiment configuration dure du framework. C'est le cœur de l'applicatif, c'est comment il va se lancer et dans quel ordre. C'est en général quelque chose qu'on ne voit pas avec Rails, que c'est caché derrière Rails S. Et TMP pour nos fichiers temporaires. Donc la structure est assez classique par rapport à ce que vous connaissez avec Rails. Je vais juste renommer app.src parce que j'aime bien. Mais à l'intérieur de SRC, il y a 3 éléments. Application, infrastructure, domaine. Et lib, parce que des fois on a des libs, des choses autres à rajouter. Notre application, c'est toute la partie du coup HTML. Il y a nos contrôleurs, il va y avoir nos templates, nos views, etc. On connaît très bien. Infrastructure, ça va être du coup nos modèles de données. Je ne parle pas de modèle Active Record, mais bien nos modèles de données. Donc ça va être vraiment notre mapping de qu'est-ce qu'il y a dans notre base de données, qu'est-ce qu'il y a dans notre EELK, qu'est-ce qu'il y a ailleurs, et comment communiquer avec cet ailleurs. C'est ça qui est important. Et ensuite, on a nos domaines. Notre domaine, on va avoir plusieurs domaines. Ici, j'ai appelé domain name, qui est un nom nul, mais vous pouvez l'appeler autrement. Vous pouvez l'appeler accountability. Si jamais vous codez en français, vous pouvez l'appeler avec un nom français, c'est pas grave. C'est même recommandé en fait. Si votre domaine métier ne touche qu'à la France ou à des pays francophones, votre domaine métier peut être en français. Vous pouvez vous dire, ok, on a un domaine qui ne touche qu'à la France. Notre application est codée tout en anglais, mais dans ce dossier, nos classes sont en français. C'est pas grave, c'est notre domaine métier spécifique à la France, parce qu'il y a une spécificité. On est une boîte française et on a sur cette feature-là un domaine précis qui est en français. C'est pas grave, ça arrive. Et justement, grâce à cette infrastructure, vous avez un endroit délimité où ici c'est autorisé d'écrire en français. On va faire le setup. C'est un petit peu sombre, j'aurais dû les mettre en clair. Mais bon, je vais vous présenter l'essentiel. On a notre système de boot. Comment on démarre? On va mettre une variable d'env, donc ici development, mais comme ça, si on veut mettre la prod ou les tests, c'est très bien. On require bundler pour avoir nos gemmes. Et on require .env pour avoir nos variables d'environnement. Ça, c'est ce que Rails fait aussi. C'est juste, ça vous est caché, mais Rails récupère bundler et setup avec les éléments par défaut. En revanche, cette partie-là, c'est un peu plus spécifique, un peu plus spécial. C'est une gemme qui s'appelle Dry System. Dry System, c'est ce qui va me permettre de consolider tous les morceaux de code ensemble et d'en faire une application. Parce qu'une application, c'est pas 3 bouts de code les uns à côté des autres, c'est aussi une cohérence. Et c'est à ça que sert du coup Dry System, où on va avoir plusieurs éléments à mettre en place. On va avoir nos systèmes de boot, on va avoir nos environnements, notre logging, le monitoring, les systèmes de notification, et par exemple Bootsnap aussi, qui est le système de chargement des fichiers Ruby plus rapide. Et bien c'est géré par le framework. Comme ça, on n'a pas à s'en charger. Le reste, c'est de la config. C'est ici où j'ai dit du coup que le fichier s'appelait src. Si je voulais l'appeler app, comme dans Rails, on aurait mis app. Et c'est de la configuration de monitoring, on s'en fiche un peu. En revanche, nos boots, ça c'est très important. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes d'initializer où il y a des initialisations qui se passent les unes avant les autres, et du coup vous avez un initializer qui s'appelle 1 underscore quelque chose, un autre qui s'appelle 2 underscore quelque chose. Eh bien, avec Dry System, il n'y a pas ces problèmes-là. Parce que dans Dry System, en fait, il y a des systèmes, des systèmes évidemment, de boot qui peuvent avoir des dépendances les uns avec les autres. Et en fait, on va pouvoir faire un arbre de dépendances de démarrage de notre application. Ici, j'ai pris un exemple de la base de données où on va avoir une connexion SQL. On va dire à Rome de récupérer cette connexion SQL et de l'enregistrer dans une variable qui s'appelle db.connexion et notre config dans db.config. Ce naming est assez intriguant. Pourquoi est-ce qu'on register des variables db.config ou db.configuration connexion?
C'est en fait de l'injection de dépendance. On est en train de préparer nos éléments à injecter dans notre code. À quoi sert l'injection de dépendance? C'est pour éviter les variables globales. Je pense que vous savez qu'Active Record est pas exempt de tout défaut. Par exemple, il a l'utilisation massive de variables globales. Et les variables globales, c'est pas ouf. Notamment, je vais donner un exemple. Si jamais on veut avoir du multi-DB, en Active Record, il aura fallu attendre qu'ils implémentent tous ces systèmes-là, alors qu'avec ROM, bah, il y avait à avoir 2 instances ROM. C'est l'exemple de pourquoi les variables globales, c'est pas ouf. Il a fallu attendre un développement spécifique pour quelque chose qui devrait être de base. Maintenant qu'on a fait un peu le lourd, le chiant, l'applicatif, voilà, on a la config, on va pouvoir s'amuser à faire notre application. Donc là, on va préparer du coup notre routeur. Notre routeur, on va utiliser du coup Hanami Router. Et Hanami Router, c'est bien, c'est que ils ont pris la même syntaxe que Rails. Donc on se prend pas la tête. Un petit get sur slash modules, et je donne le nom de mon contrôleur, et c'est parti. Voilà. Certes, c'est un petit peu plus verbeux parce qu'on doit donner le nom de notre contrôleur, mais au moins, là, on a la redirection assez rapide. Si vous utilisez SolarGraph, par exemple, vous pouvez du coup CTRL B ou G, D en fonction de vos navigateurs, enfin vos éditeurs, sur le code. Donc c'est plus rapide de se déplacer. Et il y a moins de magie avec des strings qui viennent de nulle part. Notre route, voilà, j'ai juste mis contrôleur route index new et on a notre route, voilà. Classique, classique. Et du coup, en contrôleur, j'ai ma fonction principale, handle, qui va prendre en charge la requête. Handle, ben, c'est pas index, c'est pas show, c'est pas. Voilà. Parce qu'en fait, en Hanami, ce qu'on fait, c'est un contrôleur, ben, en fait, c'est une action. On n'a pas un contrôleur qui va faire tout notre CRUD. C'est un autre parti pris, mais ça permet d'avoir des contrôleurs un peu plus skinny et où on va pouvoir include des éléments, juste par exemple pour tous nos shows, on va pouvoir partager du code entre les shows sans que le create ait à avoir ce code-là qui, du coup, empiète un peu sur la lecture. Et ici, il y a deux choses très très intéressantes, c'est ces deux includes. Ces includes, c'est comme ça que fonctionne l'injection de dépendance en Ruby. Je pense que il y en a qui ont déjà fait de l'injection de dépendance un peu en Java, ou pas? Non, en Java, c'est une horreur. C'est c'est avec des annotations dans tous les sens. C'est des validations qu'elles sont bien présentes, qu'elles sont pas nulles et tout ça. Là, bah, en Ruby, c'est génial parce que Ruby, c'est génial. Donc, c'est juste, on include et on a la variable. Donc, notre module repository, qui est la manière de de notre application pour récupérer des modules, voilà, et bien, est utilisable juste après. Donc on peut l'utiliser instantanément. Module repository.all, on va récupérer tous nos modules, on va les sérialiser et les transformer en JSON. Ensuite, on va rentrer dans notre hexagone. Dans notre hexagone, il y a plusieurs types de classes qui vont y être présentes. Et celle-ci est l'une de mes favorites. Et elle est utilisable aussi dans vos applications Rails. Donc, essayez de faire des trucs comme ça, c'est très très bien dans vos applications Rails. Ce sont les entity values ou les value objects qui sont du coup des objets qui vont être utilisés pour représenter des concepts. Par exemple, ici, un password. Le password, c'est pas qu'une simple string avec du coup l'élément. Déjà, elle peut être chiffrée ou non, ou hachée, c'est mieux. Et ensuite, il y a des histoires de sel qu'on va pouvoir rajouter à un mot de passe. Il y a aussi du paper si jamais on a des systèmes de paper ou autre. Et donc là, si jamais je m'amuse à recoder un système d'authentification sans utiliser Warden ou autre, et bien du coup, c'est comme ça que je l'aurais fait en utilisant Bcrypt et en envoyant mon password avec son sel. Et comme ça, je peux checker si un password est égal à un autre, par exemple, sans avoir à me poser la question est-ce qu'il est haché ou pas. C'est mon value object qui fait. Donc quand j'ai l'input de l'utilisateur pour se connecter, j'ai juste à le transformer en cet objet-là
et à le checker avec l'élément de la DB. Voilà, ça marche du coup grâce à ce petit égal égal qui va pouvoir du coup checker avec l'élément de DB. Bcrypt, ça fonctionne avec l'égal égal sur les strings. Voilà, petit exemple. Un autre élément qui fait partie du domaine, ce sont les use cases. Les use cases, ben en fait, on a eu l'objet par exemple de mot de passe, mais il faut l'utiliser quelque part. Et ces use cases, ils servent à ça. Ces use cases, c'est là où la plupart du temps, vous allez voir vos includes. La plupart de vos includes métiers sont présents ici. C'est là où du coup, vous allez pouvoir récupérer votre repository, ou vos repositories, dans ce cas-là par exemple, où on a deux éléments, de l'authentification et des utilisateurs. On va récupérer par exemple ici notre utilisateur en fonction de son username, l'authentifier entre l'utilisateur et son mot de passe. L'authentification faite, on va pouvoir le connecter. Ici, c'est juste une question de préférence, mais j'ai utilisé la gemme DryMonad pour gérer mon use case. DryMonad, c'est un outil assez simple qui permet de faire des chemins dans votre code avec des values qui sont présentes ou des values qui sont absentes ou en erreur. Et en fait, ce yield là, il dit arrête-toi si jamais il y a un problème. Comme ça, je n'ai jamais à faire de if s'il y a un problème, arrête-toi. Il s'arrête tout seul et après, c'est après au contrôleur de récupérer l'erreur en question et de la traiter. Ici, du coup, mon utilisateur, si tout est bon, il est authentifié dans le repository de Connect. Le repository de Connect, ça peut être une base de données, ça peut être des fichiers de configuration, ça peut être de la mémoire, ça peut être qu'est-ce qu'on veut. Juste, on met quelque part que cet utilisateur est connecté. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut communiquer avec l'infrastructure. L'infrastructure, c'est donc du coup notre connexion avec notre base de données. Ici, j'ai un exemple d'infrastructure, notre user. Le user, il est sur une table de base de données qui s'appelle users. Et cette partie infer_true, elle dit, va chercher tous les champs qui sont en base de données, ça va être les champs qui vont être utilisés pour notre objet. Grâce à cette relation, je vais pouvoir aller query la base de données et le repository ici présent va du coup pouvoir faire appel au user pour pouvoir requêter la base de données. Mais ça, j'ai utilisé ROM ici, vous pouvez utiliser Active Record. Il n'y a pas de... Voilà, c'est juste une préférence. On a fait un framework avec ROM. Une chose aussi qui est très importante dans notre domaine, c'est l'Ubiquitous Language. Qui a déjà eu un souci quand il a communiqué avec son équipe métier. Il a utilisé un terme et l'équipe métier n'a pas compris de quoi il parlait. Je pense que c'est arrivé quasiment partout. Voilà. Et ben en fait, c'est un problème qui est connu et ça fait quasiment 60 ans que ça existe. Et ça fait 60 ans qu'on cherche des solutions. Et une d'entre elles, c'est l'Ubiquitous Language. L'Ubiquitous Language, c'est OK, on s'assoit autour d'une table et on va chercher des termes pour dialoguer correctement ensemble. En général, je pense que vous avez une classe dans votre application qui s'appelle user. Est-ce que je me trompe Non, vous avez donc un user dans votre application, mais peut-être qu'en fait, user, il est un peu trop gros et qu'il faudrait l'amincir en le découpant. Et peut-être qu'en fait, vous avez un prospect, un lead, un client. Si vous êtes une école, vous avez peut-être un alumni, un élève qui a fini l'école. Il ne va pas se comporter de la même manière, il n'a pas à participer aux cours et à suivre les cours, avoir par exemple une classe. Non, il n'y a pas de classe, il n'est plus à l'école. En revanche, il est encore dans les bases de données et il est encore utilisé, on lui envoie des emails. Et bien tout ça, c'est de l'Ubiquitous Language qui va découper le code. C'est le langage métier qui va aider à découper le code. Ça va être votre métier qui va vous dire, bah là on a parlé avec machin et on a... Wow. Ça est tout seul. On a découpé avec machin, et puis il a fait bidule, et puis quand il a fait bidule, ça a fait truc. Et ben en fait, ces termes-là, vous allez les récupérer, et en fait, c'est votre moyen de communication avec le métier. C'est pour ça que je disais que coder en français, c'est pas grave. Parce qu'en fait, le métier, lui, s'il discute en français toute la journée, et que vous veniez lui parler en anglais, il va pas comprendre de quoi vous parlez.
Donc se mettre d'accord sur des termes, c'est important. Si jamais c'est très important pour vous l'anglais ou que votre boîte a une ambition internationale, oui, là, il faut se mettre autour de la table et commencer à traduire les termes français. Ça, c'est sûr. Mais du coup, avoir les bons termes, ça va aider à la communication. Ça va aider aussi, du coup, donc, à savoir de quoi on parle dans notre code. Ça va réduire les ambiguïtés. Ça peut même aider, par exemple, à avoir la personne du métier qui s'assoit à côté de vous et vous lisez le code ensemble pour essayer de résoudre un bug. Ça peut arriver. Personnellement, c'est ma spécialité, j'adore ça. Et du coup, dans votre code, vous allez avoir des éléments qui les représentent. Si vous avez des emails, vous allez représenter ces emails. Donc vos emails, c'est quoi? C'est une string qui est formatée d'une certaine manière. Des montants, ça peut être par exemple un décimal. Voilà, si vous avez décidé que ce soit des décimaux, c'est un décimaux qui est supérieur à 0 parce que vous ne faites pas des montants négatifs. Votre code postal, bon, c'est défini par une regex quelconque. Mais du coup, vous le définissez quelque part. Et avoir du coup cette ubiquitous language, bah, ça permet d'éviter les variables magiques. Ces variables qui sont très encombrantes et on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous avez retrouvé cet exemple, mais je crois qu'il a été donné dans la soirée. Mais comment est-ce que moi j'aurais résolu cette problématique de la variable du coup magique? Ce speed 50, bah déjà 50, on va lui mettre une constante, donc max speed. Cependant, moi, j'aime pas les ifs, etc. Ça dénature un peu la lecture et ça fait vraiment des stops dans la lecture du code. Donc en fait, moi, je veux juste pas que le problème existe. Du coup, je dis, bah, ma vitesse, c'est un coercible integer qui est forcément inférieur ou égal à la max speed. Comme ça, je n'ai plus le cas que la speed est supérieure. Et si jamais il y a le cas, ça est géré en amont. Après, c'est pas la solution à chaque fois parce que des fois, on se retrouve avec ces valeurs-là depuis un Excel d'un client et il faut les D'accord. traiter comme il faut. L'injection de dépendance, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai juste dit, on a des variables et on peut les mettre un peu où on veut, depuis les includes. Et c'est magique, mais pas tant que ça. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous faites un jeu de combat. Voilà. Et vous avez des attaques. Des attaques, elles ont chacune des effets. Voilà. On va prendre le bloc le plus élémentaire. Un effet de dégâts. Votre effet de dégâts, il a min damage, max damage. Comment est-ce que on fait pour tester cette classe? Franchement, vous me dites teste cette classe. Je suis un peu emmerdé. Parce qu'il y a le rand en fait à cette étape-là. Et le rand n'est pas prédictif. Je ne peux pas savoir quelle est la valeur qui va être retournée. Je pourrais dire, ok, je vais moquer le rand ou le stubé. Et comme ça, je vais lui dire, renvoie-moi telle valeur. Je pourrais aussi mettre une seed dans mes tests et dire mes rands partaient de cette seed. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est pas ouf dans tout ça. Déjà, on va du coup mettre un randomizer dans notre classe. Donc on ajoute à notre initialize un randomizer. Ce randomizer, c'est cette classe-là qui va faire le random et on lui fait appel du coup à ce randomizer. Ce qui fait que du coup quand je vais tester, je vais pouvoir lui donner un autre randomizer. Je vais donner un randomizer qui va prendre juste la min value. Comme ça, mes tests, ça tombe bien, ça sera toujours min. Le problème, c'est que ce randomizer, je le donne à chaque fois. Et là, je vais juste tester mon damage effect. Mais si je pars de mon contrôleur, je vais avoir du mal à dire randomizer, soit cet élément-là. Enfin, c'est. À moins que mes tests sont là pour me compliquer la vie dans mon code, je vois pas l'intérêt. Donc en fait, il me faut un moyen de dire de n'importe où, cette classe, finalement, c'est autre chose. Dans Dry System, il y a un système fait pour les tests qui est le stub de nom de service à injecter. Donc, mon application utilise cet élément qui s'appelle Domain Combat Simulation Service Randomizer. Je n'ai plus besoin de l'initialize parce que bah, en fait, il est injecté magiquement par cet include. Je l'utilise toujours comme avant. Et dans mon test,
avant de lancer mon combat, je dis OK, modifie mon randomizer pour qu'il renvoie cette classe ou ce petit lambda calculus qui renvoie juste min. Voilà. Comme ça, j'ai pu tester mon application et je me suis pas pris la tête. Et maintenant, je peux lancer par exemple tout mon combat. Et j'ai pas à aller à dire dans mon combat, au fait, pour ça, il faudrait que ça soit un randomizer qui renvoie que le min, parce que sinon, j'arrive pas à savoir qui gagne. L'architecture hexagonale, du coup, à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Ça permet d'isoler chaque partie du programme, mais ça permet aussi de facilement tester tout notre programme et aussi de la communication avec les autres équipes, et ça permet de plus facilement évoluer. Si jamais vous faites une application en hexagonal architecture, vous aurez l'impression de faire du microservice alors que vous êtes sur un monolithe. Pourquoi? Parce que chaque partie du programme est indépendante et va fonctionner sans avoir besoin du reste. Chaque partie, vous pouvez, par exemple, avec un ami, avoir plusieurs sous-applications et dire, OK, je démarre que l'application web et avoir un autre élément qui va démarrer que la partie domain et elles vont communiquer ensemble. Et c'est des choses comme ça, en fait, qui sont vraiment cool avec l'architecture hexagonale. C'est qu'on peut découper notre application, la transformer en un service à la carte et juste faire ce dont on a besoin. L'énorme avantage pour les tests, si jamais je teste mon domaine métier, je n'ai pas besoin de base de données. Et donc du coup, chez Memory par exemple, quand j'étais là-bas, on avait une partie qui était très longue à tester. Et quand j'ai retiré la partie DB, connexion à la DB et le système de flushing à chaque fois, et retiré tous les appels au repository ou autres qui envoyaient des données en DB, et juste en passant des données brutes, on est passé de 10 minutes de test à 3 secondes. C'est pas la même chose. Et ça testait la même chose, c'était aussi confortable. Sauf que maintenant, au lieu de le lancer sur la CI, on le lançait à chaque changement de code quasiment. Voilà, c'est aussi l'intérêt. Et du coup, bah, juste, je vais présenter vite fait un peu moi et mon employeur. Moi, donc, c'est Alexandre Léran. Ça fait maintenant 10 ans que je fais du Ruby et 5 ans que j'adore le craft. Et je travaille pour TBD, qui est une entreprise d'agence web où on fait du coup des sites pour d'autres entreprises ou des applications plus complexes, des infrastructures euh, réseau avec Kubernetes ou autre par exemple, ou des applications un petit peu IA aussi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Ok. Est-ce que tu veux garder le micro-cravate pour... Ah ouais, je peux garder pour le micro-cravate. Ouais, je voulais te demander si, dans les cas où il t'arrive de faire du Rails, est-ce qu'il y a des bouts de dry-RB que tu aimes Alors, utiliser? ouais, tu peux utiliser Dry Rails, du coup, qui est pas très bien maintenu, mais qui a le mérite d'exister, et où on peut du coup intégrer du ROM, on peut intégrer du Dry System. Par exemple, bah, chez Memory, on avait quasiment plus d'initializer. On passait par les bouts de Dry System. Donc, comme ça, on pouvait faire nos injections de dépendance dans Dry System et les utiliser ailleurs dans l'application. Et on avait du coup ROM dans un Rails. D'autres questions? Alors j'ai plusieurs questions. La première, c'est que tu as parlé de craft au début de ton talk. Tu peux expliquer dans les grandes lignes le concept? D'accord. Donc du coup, le craftsmanship, c'est vraiment une façon de concevoir le code, de voir le code. C'est de se dire, ok, on n'est pas juste des codeurs, on est des artisans du code. Voilà. C'est une vision en fait de la programmation qui est différente, pas totalement, parce que les gens, un peu tout le monde quand même, se dit quand même, c'est mon code, c'est mon petit bébé, je l'ai bien fait. Enfin, on espère. Et, mais là, c'est vraiment se remettre en question et avancer et essayer de faire du mieux possible à chaque fois. Et c'est une grande communauté internationale, le craftsmanship, qui essaye de remettre en question un peu tout ce qu'on connaît déjà et qui évolue au fur et à mesure. C'est d'ailleurs de là d'où vient du coup les principes solides, par exemple. Mais c'est aussi de là d'où est parti le MVC qu'on utilise chez Rails
Voilà, c'est Ok, j'ai une autre question sur l'architecture elle-même. Je comprends bien l'isolation, le testing et tout, c'est très pratique, mais pour se retrouver dans un gros projet, est-ce qu'il y a, ça fait pas beaucoup de fichiers, beaucoup de niveaux d'indirection? Est-ce que c'est facile de c'est se balader dans un projet comme ça? c'est plus simple justement parce que tu vas penser domaine par domaine. Bon, je vais reprendre l'exemple de chez Memory parce que j'ai travaillé 3 ans là-bas et que j'ai fait pas mal de code, dans ce style-là. Où en fait on avait vraiment des domaines très data, où en fait on allait, faire beaucoup de manipulation de données et en fait toute la partie data était dans un seul dossier, on va dire, avec plein de sous-dossiers évidemment, mais tout était concentré à un seul endroit. Donc je n'avais pas à, passer dans tel dossier qui vient de la racine, puis aller ici, puis aller là. Tout était concentré au même endroit et donc j'avais moins de charge mentale finalement, malgré le fait que j'avais plus de fichiers. Ok. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu connais une app open source qui utilise ce pattern ou ce type Bonne de question. framework En Ruby, pour se non. lire du code? En Ruby, je connais pas d'application qui utilise, tout ça. Ça peut plus être dans le monde Java ou, par exemple, Spring Boot, mais même aussi dans le monde C Sharp. Malheureusement, c'est des mondes où le craft a très bien pris et malheureusement dans le Ruby, on n'a pas beaucoup de craft. Ça vient surtout du coup, des pays de l'Est et dans les pays de l'Est, il y a pas beaucoup d'open source finalement. Donc, il y a beaucoup de talk, mais pas beaucoup d'open source. Ok, merci. Pour le coup, je veux bien que tu m'envoies plein des talks que tu as appréciés. Moi, avant, j'avais juste une seule truc, c'était le blog de Arkansas, mais Ouais, ça m'intéresse. Arkansas, ils sont très bons d'ailleurs, je vous conseille de lire, les articles Ouais, de chez Arkansas. Ils font du Rails, mais pas que. ils sont très très forts. Il y a vous pouvez le googler, hein, il y a Software Craftsmanship Manifesto. C'est aligné sur les trucs agiles qui vont un peu plus loin. C'est assez rigolo la manière. Il y a 4 principes et la manière dont ils le disent, c'est assez subtil et c'est très marrant. Donc, n'hésitez pas à chercher. Il y a plusieurs trucs. Il y avait à l'époque un truc assez cool sur les architectures kata. Tu pouvais trouver des trucs cool. C'était pas beaucoup de Ruby, mais voilà. Et je pense que il doit toujours y avoir plus ou moins le bouquin The Architecture of Open Source Applications. Où pour le coup, ils font l'inverse. Ils prennent des applications open source existantes, connues, reconnues et bien balèzes. Et ils disent, bah, du coup, on va regarder leur architecture, qu'est-ce qu'on a vu dedans et qu'est-ce qui est cool. Si tu veux aller là-dedans, ça peut être cool. Je pense pas qu'il y ait de Ruby, mais Et ça en s'approche. source aussi qui est intéressant, mais là c'est beaucoup moins technique, ça va être du coup les livres DDD, d'Eric Evans principalement, mais plein d'autres. Et notamment la référence c'est le Blue Book, qui est quasiment pas technique du tout, mais qui va parler du métier et de comment en fait les développeurs interagissent avec le métier et comment ils devraient le faire pour que ce soit plus optimal qu'aujourd'hui. Parce que, on le sait, il y a toujours des frictions avec le métier. On fait pas toujours ce que le métier veut et le métier ne nous comprend pas forcément toujours. Et du coup, le Blue Book essaye de gommer ces imperfections. Mais bon, c'est un travail, ça fait 60 ans qu'il y a le problème, donc on n'arrive pas à le corriger du jour au lendemain, quoi. Il y a une question. Ouais, tout à fait. Ouais, du coup, j'ai déjà fait un peu un changement dans une boîte à laquelle je suis passé, où on passait d'une architecture de code MVC classique Rails vers de l'hexagonal. Et en fait, on avait pas mal de problèmes sur le temps que ça prenait de le faire. Parce qu'en fait, tu avais du coup pas mal de débats théoriques entre les développeurs de non, mais ça devrait aller dans le repository, non, mais ça, c'est dans le manager, etc. Enfin, pas mal de questions sur dans quel domaine ça appartient. Est-ce que tu as trouvé des outils, toi, à mettre en place, justement, qui pouvaient faciliter cette prise de décision? Alors, pour la partie du coup, dans quel domaine ça doit appartenir, bah ça c'est du coup beaucoup plus l'event storming et c'est le métier qui sait dans quel domaine appartient ce bout de code. C'est pas le développeur. Le développeur, lui, il apprend le métier et il devient un expert métier. Et une fois qu'il devient expert métier, là, il a son mot à dire de savoir si ça va dans tel domaine ou tel domaine. En revanche, ce que j'ai vu chez Memory, mais aussi quand on a accompagné d'autres entreprises, ça a été de créer trop de domaines. Et en fait, en général, une application, c'est 2, 3, 4 domaines grand maximum. Et par exemple, bah, chez Memory, on avait le problème d'avoir 8 domaines, des domaines qui faisaient un peu rien parce que bah, on voulait mettre des choses dans des cases, alors que des fois, il faut pas mettre dans des cases. Merci.
Alors, question beaucoup plus technique, juste sur un exemple que tu donnais sur l'injection de dépendance. Quelle était la différence que tu fais entre la méthode que tu as utilisée de dry-RB pour pouvoir injecter le randomizer et simplement définir une valeur par défaut dans l'initialiseur? Et bien en fait, l'initialiseur, tu n'y as pas accès partout. Ton initialiseur, tu y as accès quand tu vas créer ton objet. Sauf que si tu regardes ici, j'ai pas accès à mon objet. Je lance une bataille. Donc du coup, j'ai pas accès à Damage Effect. Damage Effect est beaucoup plus bas dans la stack. Ouais, mais du coup, si tu t'en sers, au final, le fait de pouvoir injecter en dépendance le randomizer, tu t'en servais pour les tests de la classe Damage Effect. Ouais. Et si tu mets une valeur par défaut du coup dans ton initializer où tu passes du coup un randomizer, en fait, quelle est la différence du coup entre faire ça et avoir cet include C'est application depth? ce que je viens de dire, c'est que tu n'as pas accès à l'initialize. Parce que si tu regardes dans mon test, je ne modifie pas les damage effects. Les damage effects, c'est tellement plus bas dans ma stack, Ok, j'y ai pas accès. compris. Ou alors, je vais m'amuser à tout donner à ma classe battle, mais là, en fait, ça devient ma classe battle, elle va avoir un initialize qui est donc comme ça, parce que je vais devoir tout lui donner. Alors que l'injection de dépendance, c'est justement, on donne par défaut des choses, et si jamais j'ai besoin de modifier, a priori, pardon, des choses, eh bien, je peux rajouter. Ici, dans les tests, il y a le stub, mais il y a aussi d'autres manières temporaires dans des blocs pour modifier aussi les dépendances. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vais pas pouvoir donner d'autres questions parce que mon train va bientôt partir. Oula, eh ben, bon courage à toi et désolé, du coup, je peux même pas vous encourager à l'alpaguer et à débattre avec lui. Mais merci beaucoup.